Salut à tous, c'est Otakult. On se retrouve pour le 14e épisode d'Ota Lecture, l'émission qui passe en revue mes lectures du moment. Un épisode spécial découverte aujourd'hui et dédié à quelques titres des éditions Vega. J'en profite pour vous partager le concours que j'ai mis en place sur mon Twitter afin de vous faire gagner les 2 premiers volumes de PLLU. Le tirage aura lieu dimanche, donc dès demain, n'hésitez pas à tenter votre chance. Le lien du concours sera en description. Bref, sur ce, je vous donne rendez-vous après l'intro pour découvrir tout ça ensemble. Comme d'hab, je vous expose tout d'abord le plan tout en vous partageant le timecode pour aller directement au manga qui vous intéresse, mais aussi pour vous éviter le moindre spoil, même si là pour le coup, il n'y en aura pas comme toujours quand je vous partage des découvertes. On va donc dans un premier temps commencer par aborder PLLU et ses 4 premiers tomes, on poursuivra avec Deep Sea Aquarium Magmel et ses 2 premiers volumes, puis on finira par mon avis sur le premier tome de la série Le bateau de Thésée. Commençons donc par PLLU. PLLU Garnica of Paradise est donc un manga de type historique écrit et dessiné par Takeda Kazuyoshi, avec le concours de Masao Hiratsuka. Il est actuellement prépublié dans le Young Animal aux côtés de Berserk depuis 2016, où 6 volumes sont parus aux éditions Akusensha. En France, les 4 premiers tomes sont déjà sortis aux éditions Vega. Voici le synopsis. Été 1944, à la fin de la guerre du Pacifique, la section de Tamaru est en poste sur l'île de PLLU. Ce simple soldat rêvant de devenir mangaka, il découvre un paradis recouvert de verdure et entouré d'une mer turquoise, préservé par son récif corallien. Un paradis qui va vite se transformer en un infernal champ de bataille où vont s'entretuer 50 000 soldats japonais et américains autour d'un aéroport alors considéré comme un point stratégique. L'armée américaine expédiera 40 000 militaires d'élite tandis que l'armée japonaise feront front avec une réserve de 10 000 soldats ayant reçu l'ordre de résister jusqu'au dernier. Bon, première chose, ne vous fiez absolument pas aux préjugés ni aux dessins. PLLU est un véritable coup de cœur comme je n'en ai rarement eu. Je sais pertinemment d'avance que rien que ce petit résumé a suffi à titiller votre curiosité ne serait-ce qu'un peu, mais là c'est trop. Il s'agit d'un genre de manga qu'on ne trouve pas souvent en fait. Une véritable perle qui te prend aux tripes. Désolé de dire ça, mais en lisant ce manga, j'ai eu le sentiment que l'auteur me soulevait par les couilles. Non mais je vous jure, j'étais pas bien du tout. Non, plus sérieusement, contrairement à ce que l'on pourrait penser, le gros point fort de PLLU se situe dans sa forme à mes yeux. Car bien que le fond soit plus que jamais intéressant, la façon dont nous est livrée une histoire aussi dure que la guerre à travers des dessins enfantins, tout mignons, tout beaux, tout roses, et c'est vraiment génial. Cela crée un gros contraste entre le fond et la forme, ce qui rend le tout très rafraîchissant à lire, mais surtout beaucoup plus impactant à mes yeux. L'univers de PLLU évolue constamment dans un ton dramatique. J'ai lu des tas de mangas abordant la guerre, mais jamais de cette façon. Dans PLLU, on est loin de la notion d'héroïsme, où tout est bien qui finit bien, les soldats vivent un enfer constant, et l'auteur ne fait pas semblant de nous le montrer. On suit le quotidien des soldats en détail, si bien qu'on a l'impression d'être à leur côté tout au long de leur périlleuse aventure, présents dans leurs souffrances aussi bien physiques que morales, leurs craintes, leurs interrogations. On ressent vraiment toutes leurs émotions, ils vivent quelque chose de terrible, on le sait, on le sent, mais surtout, on le voit. La violence est donc de mise, le sang coule à flot, les bombardements américains te sautent à la gueule et la détresse des personnages avec. Leurs camarades tombent devant leur nez, sous leurs yeux, dans leurs bras. Ce n'est pas un rêve mais la réalité, un véritable cauchemar auquel on fait face à côté des personnages, ce qui les rend forcément énormément attachants. Avant de m'intéresser à la forme et de vous expliquer en quoi c'est ce point qui ressort du lot à mes yeux, il est important de vous préciser que ce manga est inspiré de faits réels, dans ses plus sombres détails. Pour vous dire, l'auteur est même allé jusqu'à se rendre sur les lieux des champs de bataille, il couche donc sur ses planches des témoignages directs de certains soldats, et c'est fort mais surtout très touchant encore une fois. D'autant plus que l'on s'intéresse à une partie de l'histoire qui n'a été que très peu mise en lumière, donc voilà, c'est plus que jamais intéressant. Et ce terrible cauchemar, on le vit et on le voit à travers les yeux de Tamaru, le personnage principal dont l'auteur se glisse dans la peau. Il est limite un spectateur de cet enfer alors qu'il le vit lui-même en tant que soldat. Il perd ses camarades les uns après les autres, mais lui finit toujours par survivre, on sait pas comment, mais voilà, son point de vue est très pertinent car il nous permet de très vite s'identifier à lui, et encore une fois ça le rend vraiment attachant, son évolution est excellente. Et justement le style de dessin un peu cartoonesque rend le tout plus léger, cela apporte de la légèreté au lecteur qui lit quand même une œuvre poignante comme jamais, mais cela lui apporte également de l'oxygène. La forme paraît plus douce, plus aérée, plus épurée, et on n'a pas ce sentiment d'être étouffé par le côté pesant de l'histoire. Cela n'enlève en rien aux émotions que l'on ressent, les visages des personnages sont très expressifs, et le fait qu'ils évoluent au contraire dans des décors réalistes crée un décalage supplémentaire, encore une fois c'est du génie. D'autant plus que l'on a encore un contraste avec les décors cette fois-ci, puisque les soldats se font la guerre sur une île censée être paradisiaque, et d'ailleurs les couvertures sont sublimes, non mais regardez-moi ça, elles illustrent parfaitement la série et l'ambiance que celle-ci dégage lors de notre lecture.
Non, vraiment, je n'emploie pas ce terme pour n'importe quel manga, mais pour le coup, je n'ai pas peur de qualifier Peleliu de chef-d'œuvre. Je vous le recommande fortement car en plus de voyager et d'apprendre des choses dans un contexte historique, vous allez ressentir des choses incroyables en lisant ce manga. Passons au deuxième manga. Deep Sea Aquarium Magmail est un manga dessiné et scénarisé par Sugishita Kiyomi, qui a débuté en 2017 au Japon où 3 tomes sont sortis depuis. En France, ce sont bien sûr les éditions Vega qui nous proposent cette série. Les 2 premiers volumes sont déjà disponibles d'ailleurs. Voilà, comme toujours, voici un petit synopsis. Le Deep Sea Aquarium Magmail est un lieu unique au monde où la faune abyssale peut être admirée et observée de près. Keitaro Amagi, un jeune homme passionné par les océans, y travaille comme simple balayeur, les rêves plein la tête. Enfant, son père lui avait transmis cette fascination pour les océans et ses abysses inexplorés. La passion de Keitaro l'emmènera donc sur des chemins inattendus au service du Magmail, et sa rencontre avec Minato Ozesaki, le directeur de l'établissement, va changer sa vie. Dans un premier temps, j'aimerais commencer par le point qui m'intéressait le plus initialement, et après lecture, il s'avère être bel et bien l'élément le plus intéressant à mes yeux. Et ce fameux point n'est autre que le thème principal du manga, l'océan, ou plus précisément, les fonds marins. Quand je pense aux fonds marins, cela m'évoque les profondeurs abyssales, des recoins encore inexplorés de nos jours, où il est encore très difficile d'y accéder malgré l'avancée importante de nos technologies. Et justement dans Deep Sea Aquarium Magmail, les personnages évoluent dans un univers mettant en lumière ces fameux abysses. On évolue donc constamment dans la découverte par le biais d'un sublime aquarium, nous présentant diverses créatures marines, que ce soit des calamars géants, des cachalots, en passant par une multitude de poissons très variés qui m'étaient vraiment inconnus. Perso, j'ai toujours kiffé les documentaires animaliers suivant les traces de certaines créatures, je trouve cela vachement intéressant de suivre leur vie, leur quotidien, leur façon de se nourrir, de se reproduire, etc. Cela nous permet d'en apprendre plus sur elles, et d'autant plus que il s'agit de fonds marins qui regorgent de mystères. Dans Magmail, j'ai retrouvé cette sensation de découverte constante, à tel point que l'aquarium semble faire beaucoup d'ombre aux personnages pour le moment. C'est d'ailleurs le seul point qui m'a entre guillemets gêné. Je trouve les persos assez plats pour le coup, à voir comment cela va évoluer, mais ils m'ont plus donné l'impression d'être spectateurs du récit tout autant que nous lecteurs. Comme si eux aussi ils étaient là pour admirer l'aquarium et sa large panoplie de poissons. Alors d'un côté c'est vrai que ça me gêne un peu, mais d'un autre je me dis que c'est fort quand même. Cela montre que l'auteur a su me prendre dans son univers, chaque double page est une merveille de découverte et de contemplation. Si le style de dessin n'est pas forcément flamboyant au premier abord, je trouve qu'il dégage une certaine énergie, une certaine finesse qui rend les créatures marines pleines de vie, comme si elles étaient dessinées de façon très naturelle. On côtoie vraiment les animaux de près, une seule vitre sépare ces derniers des visiteurs tout autant émerveillés par le spectacle qui s'offre devant leurs yeux comme nous lecteurs. Et si je trouve que les personnages manquent d'étincelles à proprement parler, leurs relations sont au contraire bien amenées. Chaque échange apporte quelque chose, que ce soit les visiteurs admiratifs et emplis de curiosité, le directeur de l'aquarium qui fait office de chef d'orchestre, les soigneurs qui plongent dans l'aquarium afin d'aider les créatures, ou encore les pêcheurs qui sont eux aussi au contact des océans, et voilà aussi sans oublier notre jeune passionné de héros qui connaît les océans sur le bout de ses doigts. Tout cela crée un véritable échange entre les différents personnages, une superbe synergie se crée autour d'eux et cela nous permet de ressentir brillamment la passion qu'a l'auteur pour cet univers. Et honnêtement, il y a moyen d'avoir une belle évolution autour du héros Keitaro, un véritable passionné des océans. D'un simple balayeur, il va finir par côtoyer les créatures qu'il aime tant de plus près. On sent clairement qu'il s'agit d'un éternel rêveur admirant l'aquarium limite plus qu'il ne travaille, j'ai envie de dire. Et je sens que plus il va passer de l'autre côté de la vitre et côtoyer les créatures, plus la tournure des choses va devenir intéressante. Donc en soi pour le moment, je n'ai pas grand chose de plus à vous partager, mais si je devais ne retenir qu'une chose, c'est que le manga nous fait découvrir les profondeurs abyssales avec une certaine finesse. Le manga porte d'ailleurs très bien son nom, Deep Sea Aquarium Magmail, voilà, une série qui laisse place à la découverte, l'admiration, mais surtout à un univers qui nous est, ou qui m'est plutôt, assez inconnu. En revanche, j'espère que les personnages se montreront plus acteurs du récit que spectateurs par la suite. Voilà, j'ai apprécié ma lecture mais je sens que le manga peut encore passer un cap, donc je vais suivre ça de près. Et enfin, on arrive au dernier manga de cette vidéo. Le bateau de Thésée est un seinen de Toshiya Higashimoto, qui a débuté en 2017 dans le magazine Morning où il compte actuellement 6 tomes au Japon. En France, c'est encore une fois bien évidemment chez les éditions Vega qu'il est licencié. Le premier tome est déjà disponible tandis que le second est prévu pour le 11 avril prochain. Place au synopsis. 24 juin 1989. Une effroyable affaire d'empoisonnement au cyanure de potassium frappe l'école primaire du village d'Otouzu dans le département d'Hokkaido, faisant 21 victimes. Le coupable désigné n'est autre que le policier du village, un certain Bungo Sano. 28 ans après les faits, son fils, Shin, se rend à Hokkaido pour rencontrer ce père qui a toujours clamé son innocence. Mais auparavant, Shin décide de faire une courte escale par Otouzu, où il se trouve brusquement enveloppé dans un épais brouillard. Lorsque ce dernier se retire, le jeune homme se retrouve devant l'école primaire d'Otouzu, qui était censée avoir été rasée après le drame. En réalité, Shin a été mystérieusement transporté dans le village tel qu'il existait 6 mois avant la tragédie. Rien qu'avec ça, il y a de quoi être hypé. Eh bien, il s'agissait de 3 découvertes pour moi que je vous propose dans cette vidéo, et je peux vous dire que les éditions Vega ont effectué un beau sans faute. Si mon gros coup de cœur revient toujours à Peleliu,
je place tout de même le bateau de Thésée en deuxième position parmi les séries abordées dans cette vidéo. J'ai grandement apprécié le premier tome de ce thriller et surtout la façon dont il se dévoile au lecteur. L'intrigue se met en place très rapidement et tout s'enchaîne de manière efficace autour du héros qui se pose les mêmes questions que nous. On apprend qu'il est le fils d'un prétendu criminel condamné à mort, d'un père qu'il n'a jamais connu, mais il subit les conséquences des erreurs de son père à l'école ainsi qu'au quotidien, bien qu'il n'y soit pour rien. Ce premier volume nous propose donc un protagoniste semblant un peu perdu, mais qui a surtout soif de réponses autour des crimes mystérieux de son père. Cela instaure donc forcément une ambiance mystérieuse au récit avec un certain dynamisme qui rend le tout très fluide malgré qu'il s'agisse d'un polar et donc d'une enquête. Je ne me suis pas spécialement senti surchargé par les informations et les éléments de cette dernière, ni même perdu à aucun moment. Voilà, il y a tout qui est bien amené, c'est bien ficelé. Au contraire même, comme je l'ai dit, l'auteur nous met directement dans l'ambiance et dans le ton de la série. Ajoutez à cela ce petit côté fantastique mêlant présent et passé qui aura aussi des conséquences et des répercussions sur le futur des protagonistes. Il y a cette fameuse notion du temps nous rappelant l'excellent thriller Erase, pour ceux qui connaissent. Là je sais que je vous ai déjà vendu à la série, c'est bon. Et voilà, en tout cas, les mystères et les doutes sont à leur paroxysme. Le père de Shin était-il l'auteur de tous ces crimes abominables? Franchement, il y a beaucoup de questions qu'on se pose. Shin va redécouvrir mais surtout vivre tout ça dans le passé, tout en essayant de réécrire l'histoire, ainsi que de répondre à ses interrogations. De plus, le bateau de Thésée nous propose une véritable réflexion sur le thème de l'identité de l'homme, et justement ce qui fait la force du récit, c'est assurément la construction du personnage de Shin, un jeune homme qui a dû se forger sur des fondations bancales, sans repère, au sein d'une famille déchirée, jugé par la société japonaise qui vous fait comprendre que quand vous êtes le fils d'un criminel, vous n'avez ni le droit d'être heureux, ni le droit d'être malheureux. Vous devez vous contenter de vivre une existence silencieuse sans rien ressentir. On peut également toucher quelques mots sur les dessins qui sont très efficaces, un peu à l'image du scénario, c'est soigné, c'est fin, et surtout très épuré. Encore un point fort qui vient contraster avec le fait que l'on suit une enquête. Comme je l'ai dit, à aucun moment on se sent étouffé par les informations et l'évolution que prend celle-ci tout au fil du tome. Donc pour conclure, le bateau de Thésée nous propose un premier opus plus que jamais convaincant, et il me tarde déjà de lire la suite. Et je remercie encore les éditions Vega de m'avoir permis de découvrir ces séries ainsi que de vous les partager. Il s'agit d'un tout récent éditeur de manga qui nous propose déjà de bonnes séries, donc voilà, ça me fait plaisir de les mettre en lumière. Sur ce, la vidéo est terminée, n'hésite pas à me faire un retour sur cette dernière ainsi que sur les titres concernés dans les commentaires. Sinon, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Pour le prochain épisode, il y aura d'ailleurs du Kingdom, du Egregor et du Murcielago. Tu peux aussi me retrouver sur les différents réseaux sociaux, principalement Twitter et Instagram, mais aussi soutenir la chaîne gratuitement sur ma page Utip en regardant quelques pubs de 30 secondes, voilà, si t'as du temps à m'accorder, ça serait sympa. Les liens seront comme d'habitude en description, vous le savez. Sur ce, portez-vous bien, et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, on se reverra.